Le ciné-plaisir continue dans un instant. C'est utile d'avoir le soutien d'un partenaire fiable pour vous permettre de réaliser vos rêves. Il sait trouver la meilleure solution. Il vous assiste dans vos décisions. Comme la banque Raiffeisen lorsqu'il s'agit du financement de votre logement. Nous connaissons bien nos clients, c'est pourquoi nous pouvons les conseiller personnellement. Ouvrons la voie. En ce moment, le fromage à raclette est encore plus avantageux à la Migros. Raclette suisse. Un peu d'exercice pendant vos règles peut faire des miracles. Et maintenant, votre protection aussi peut faire des miracles. Always Ultra Sensation Coton a maintenant un cœur absorbant encore plus efficace pour retenir le liquide en toute sécurité. Elle vous protège mieux que n'importe quelle autre serviette. Nous avons dit un peu d'exercice. Always, ça veut dire toujours protéger. Stiftung Warentest a testé 14 shampoings antipelliculaires sur le brillant, la douceur et sur leur efficacité antipelliculaire. Le gagnant, Head & Shoulders. Il a la meilleure efficacité antipelliculaire et il donne à vos cheveux brillance et douceur. Testez le gagnant du test. Head & Shoulders, disponible aussi en 6 variantes différentes. Par le réalisateur de Sixième Sens. Never enter the woods. That is where they wait. Le Village, actuellement au cinéma. Le ciné-plaisir pour la vie, avec le TCS et la TSR. Après la folie des JO, la rentrée des athlètes passe par la Golden League. Du grand spectacle sportif en direct de Bruxelles, vendredi sur TSR2. Fascination de l'athlétisme. Avec vous, avec nous.
la source des données. Avec nous, vous êtes sûr de trouver l'adresse que vous cherchez. Par exemple, dans l'annuaire téléphonique Directories, chez vous, à portée de main. La première fois qu'il la vit, il allait l'aimer pour toujours. You don't know anything about love. It's not for you. Et il fera tout pour la récupérer. I wrote you every day for a year. The Notebook, carnet d'une vie, actuellement au cinéma. Bonjour, il est 6h35. Prenez Berocca. Lorsque le quotidien vous épuisant physiquement et nerveusement, vous ressentez un besoin accru en vitamines. Il n'est pas bon service actuellement. Voici les points fondamentaux. Berocca et son complexe actif vous aident à garder des nerfs solides, même lorsque le surmenage menace. Des nerfs solides, grâce à Berocca. Ceci est un médicament. Demandez conseil à votre spécialiste et lisez la notice d'emballage. Alpha GT, dépassez vos exigences. Il faut que nous cherchions tous le petit garçon d'Elizabeth Carey. Il s'appelle Ben, il a 3 ans et il porte une casquette de baseball rouge. Des baskets montantes avec des petits perroquets verts sur les côtés. Ce n'est pas parce que quelques volontaires vont rentrer chez eux que cette affaire est close. En retrouvant son enfant perdu, elle va presque perdre sa famille. Je vous déteste tous. Toi aussi, papa, tu me reverras jamais. Michel Pfeiffer illumine un film poignant, aussi profond que l'océan. Samedi sur TSR1. Bonsoir tout le monde, contente de vous retrouver. Une rapide annonce pour vous dire que sur TSR1, on est en plein dans Urgence. Et puis à 22h45, ce sera le film Les Blancs ne savent pas sauter. Et puis sur TSR2 à 23h05, c'est Histoire vivante. On rencontrera le général de Bollardière, l'une des figures de la non-violence en France. Mais avant cela, un dernier regard sur l'actualité. Très très belle fin de soirée à tous. Au revoir. La prise d'otage de Beslan en Ossétie se poursuit. Plus de 300 personnes seraient toujours à la merci du commando ayant investi l'école de la ville. Toujours l'incertitude au sujet des 2 journalistes français détenus en Irak. Négociations et contacts se sont multipliés durant toute la journée. Attention, l'obésité touche chaque année un nombre croissant de Suisses. 1 800 000 d'entre eux seraient d'ores et déjà en situation de surpoids. Bonsoir à tous, en ce jeudi 2 septembre, bienvenue dans ce 22h30. Retour sur ces titres dans quelques instants. Le temps de vous dire que dans une quinzaine de minutes, Mike Pérez nous présentera la page de sport de ce journal, une page dans laquelle il sera surtout question de golf avec Grand Montana, de hockey sur glace et de basket. Mais l'actualité, c'est bien sûr avant tout ce drame qui continue de se jouer en Ossétie. Il y a maintenant un peu plus de 36 heures que plus de 350 personnes, dont 132 enfants, sont retenus dans une école de Beslan. Cet après-midi, alors que la tension est à son comble dans la région, les preneurs d'otages, qui seraient environ une quinzaine, ont libéré un groupe de 26 personnes, parmi lesquelles plusieurs jeunes enfants. À l'heure qu'il est, les négociations se poursuivent entre le commando, vraisemblablement d'obédience islamo-tchétchène, et les représentants des forces spéciales russes. Romain Miranda. Toute la journée, massée à proximité de l'école, la population de Beslan a attendu, à bout de nerfs. Avez-vous des connaissances dans l'école? Oui, 2 enfants. Quel âge ont-ils? 14 et 16 ans, je ne sais plus rien. Il faut libérer mes enfants. Il faut libérer tous les enfants. Face au désespoir des familles et à la pression des médias, aujourd'hui les autorités ossètes ont pris la parole. Les négociations avec les preneurs d'otages se poursuivent. Hélas, on ne peut pas dire qu'il y ait de progrès. En plus, les membres du commando refusent toujours de laisser rentrer des vivres à l'intérieur de l'école.
De bien mauvaises nouvelles, tempérées 3 heures plus tard par quelques moments d'espoir. Tout commence avec une importante fumée aux alentours de l'école, puis des explosions. La tension monte. C'est alors qu'un quart s'approche, la libération de quelques otages débute. Une femme, un enfant dans les bras, puis d'autres femmes et enfants. 26 sont tous choqués, mais en bonne santé. Officiellement, la libération a été négociée par cet homme, Ruslan Aouchev, ancien président ingouche, respecté dans la région pour ses critiques de la politique de Vladimir Poutine en Tchétchénie. Mais ce soir, quelques 300 enfants, parents et professeurs sont toujours retenus prisonniers derrière ces murs, à l'intérieur du gymnase de l'école principale de Beslan. Par ailleurs, des enfants auraient été placés devant les fenêtres à l'arrière de l'établissement pour servir de bouclier humain. Poutine doit exaucer les demandes des preneurs d'otages. Il ne doit pas jouer avec la vie de nos enfants. Nous l'avons élu, maintenant il doit nous aider. Difficile d'y croire car à l'intérieur de l'école, le commando exigerait toujours la libération de combattants tchétchènes détenus en Ingouchie voisine et le retrait des forces russes stationnées en Tchétchénie. Mis sous pression, l'homme fort du Kremlin est sorti de son silence ce soir. Notre devoir dans cette situation est de tâcher de préserver la santé et la vie des otages. Mais ce soir, la marge de manœuvre pour les autorités semble étroite, soit renier une stratégie d'extrême fermeté appliquée depuis 5 ans en Tchétchénie, soit tenter un assaut aux conséquences probablement dramatiques qui risquerait d'étendre le conflit tchétchène et de plonger l'entière région du Caucase dans l'instabilité. En direct avec nous par téléphone, Éric Reumann, journaliste au quotidien fribourgeois La Liberté. Éric, vous êtes sur place à Beslan depuis ce matin. On imagine que ce soir, ou cette nuit, la tension est très très vive dans la petite ville? Oui, ici, la tension est d'autant plus vive que 2 grenades ou 2 obus de lance-mines viennent d'exploser à quelques mètres de moi. J'étais juste à côté de la position, c'est habituellement une caméra. Éric Reumann, des difficultés donc avec la ligne téléphonique depuis Beslan en Ossétie. On essaiera de rejoindre Éric Reumann dans quelques instants. On passe à toute autre chose. Les 2 otages français sont vivants, en bonne santé et bien traités. C'est ce qu'a annoncé en fin d'après-midi Bernard Bajolet, l'ambassadeur de France à Bagdad. D'autres sources font déjà état d'une libération possible dans les heures qui viennent. Les 2 otages en question sont bien sûr les journalistes Christian Chesneau et Georges Malbruno, accompagnés de leur chauffeur syrien, tous 3 ayant été enlevés il y a maintenant 11 jours par des membres de l'armée islamique d'Irak. Aujourd'hui, les négociations n'ont pas cessé. Jean-Philippe Chalère. Le voyage éclair à Bagdad des 3 représentants des musulmans français n'aura pas été inutile. Cette mission, qui fait partie de l'offensive diplomatique menée par la France, a permis, selon nos sources, de finaliser un accord de libération avec des ravisseurs sans doute pas insensibles aux appels des musulmans français relayés à Bagdad. Libérez-les, mais libérez-les tant qu'on est là. Leurs familles sont dans la peine, leurs enfants sont la souffrance d'un père, la souffrance d'une mère, la souffrance d'une sœur. Les journalistes n'ont jamais été les ennemis. Mais cette libération bute sur un problème technique. Selon le représentant de la mosquée de Paris, les ravisseurs qui se déplacent constamment avec leurs otages veulent obtenir des garanties de sécurité. Mais le pire reste possible, comme le prouve l'exécution de 3 otages turcs. Leur assassinat a été revendiqué par l'islamiste jordanien Al-Zarqawi, soupçonné d'orchestrer attentats sanglants et prise d'otages. Dans un communiqué, celui-ci menace de tuer les étrangers en Irak. Peut-être faut-il y voir une réponse au bombardement la nuit dernière d'un repère présumé du groupe de Zarqawi à Fallujah. 20 personnes ont été tuées, dont des enfants. Des victimes dont personne ne parle, comme pour des dizaines d'autres Irakiens enlevés et assassinés. Et selon la direction du Figaro qui s'est exprimée ce soir, les 2 journalistes français auraient été remis ce soir donc à un autre groupe rebelle opposé aux enlèvements. Un signal encourageant selon les responsables politiques français.
La pression monte à New York où se tient la convention républicaine en vue des présidentielles de novembre. Le vice-président Dick Cheney s'est livré aujourd'hui à une attaque en règle contre John Kerry, le candidat démocrate qu'il a qualifié de faible et d'indécis. Quant au président Bush, il est venu aujourd'hui en repérage, on le voit sur ces images, au Madison Square Garden, où il s'exprimera dans quelques heures. C'est bien sûr en agitant le spectre de la menace terroriste que l'actuel président Bush donc entend convaincre les électeurs encore hésitants. Cela dit, ce troisième jour de convention a été marqué par de nouvelles manifestations anti-Bush dans les rues de New York. À noter que 1800 personnes ont été arrêtées à New York depuis le début de la convention. Françoise Veil-Lamer, bonsoir. Vous êtes au cœur de la convention. Donc 3 jours de débat. George Bush, dans quelques heures, va s'exprimer. Est-ce qu'on peut déjà tirer un premier bilan de cette convention républicaine ? Alors Hubert, vous le savez, ce type de convention politique, qu'elle soit démocrate ou républicaine, sont une sorte de super spot publicitaire pour les partis dont on pourra juger l'efficacité réellement le jour de l'élection, le 2 novembre prochain. En attendant, les républicains sont très contents. Cette convention s'est déroulée en suivant à la lettre le scénario voulu pour atteindre 2 buts. Tout d'abord, projeter l'image d'un président fort et déterminé qui a su et qui saura encore protéger les Américains. Deuxièmement, démolir l'image du prétendant démocrate John Kerry en le présentant comme un homme sans conviction, comme une sorte de girouette à laquelle on ne peut pas faire confiance. J'ajouterais que lors de ces 3 derniers jours, et notamment hier soir avec Dick Cheney, on a assisté à une rhétorique républicaine qui glissait parfois vers la propagande. Par exemple, le fait de justifier la guerre en Irak par le 11 septembre, alors qu'aucun lien prouvé n'a été fait entre Al-Qaïda et l'Irak. Autre exemple sur le plan intérieur, par exemple, Dick Cheney hier soir a affirmé que les États-Unis, je cite, avaient le meilleur système de santé du monde, alors qu'on vient d'apprendre, les derniers chiffres sont sortis, que le nombre de personnes non assurées contre la maladie aux États-Unis a augmenté encore pour atteindre 45 millions de personnes. Françoise, dans ce contexte, est-ce qu'on a une idée du contenu de ce que sera le discours du président Bush ? Alors ce soir pour George Bush, juste derrière moi, ce sera l'occasion au fond de renforcer l'avance de quelques points qu'il a sur John Kerry. Donc c'est un discours très important pour lui. Bien sûr, il va réaffirmer ses convictions. Il veut se montrer comme un homme à qui on peut faire confiance pour mener la lutte contre le terrorisme. Il va devoir aussi donner des précisions sur son agenda intérieur. Il en a très peu parlé jusqu'à présent. Ici, au sein de cette convention, très peu d'orateurs ont consacré du temps aux problèmes quotidiens des Américains. Donc on l'attend sur ce point-là. Autre fait intéressant, ce soir, dès la fin de la convention, le camp adverse, les démocrates, ont annoncé que John Kerry et John Edwards allaient intervenir 1 heure après la fin du discours de George Bush pour répondre aux attaques qui ont été très très virulentes ici, depuis New York, depuis cette enceinte républicaine. Merci Françoise Veil-Lamer pour cette analyse. Retour en Suisse. Contrairement à une idée reçue, l'inquiétante problématique de l'obésité ne concerne pas que les États-Unis où ce fléau fait des ravages. En effet, durant ces 10 dernières années, le nombre de personnes souffrant de surcharge pondérale a très nettement augmenté dans notre pays. Plus précisément, selon l'Office fédéral de la santé publique, 1 800 000 personnes souffrent d'un excès de poids et 500 000 d'obésité. Cette situation a bien sûr des répercussions sur les coûts déjà élevés de la santé. Chaque année, 2,7 milliards sont dépensés pour lutter contre les maladies cardiovasculaires et le diabète, très liés, comme on le sait, aux excès de poids. Et les enfants sont particulièrement touchés par ces problèmes de poids et d'obésité. 1/4 des enfants suisses sont même considérés comme trop gros. Et évidemment, ce n'est pas facile à vivre. Chantal Panatier, reportage. À 11 ans, Florian pèse le poids qu'il devrait avoir à 13 ans. C'est trop. Et ses camarades ne le lui pardonnent pas. Moi, je sais pas, à l'école, des fois, on se moquait un peu de moi, quoi. Qu'est-ce qu'on disait ? Gros tas, des trucs comme ça. Et ça lui faisait de la peine, même les filles ne le regardaient plus. Florian risquait la dépression, une des maladies engendrées par l'excès de poids. Mais qu'est-ce qui se passe alors avec Florian? Il mange trop? Non, même pas. Mais même pas, justement pas, c'est qu'il est trop flemmard. Voilà. Et puis, on a dû le pousser pour qu'il se bouge. Alors, Florian vient 3 fois par semaine renforcer les muscles, retrouver du souffle et perdre des calories. Pour grandir sainement, 1 heure d'exercice par jour est nécessaire.
Je pense que quand un enfant a un peu de surpoids, de faire une activité physique, c'est difficile. C'est pas comme un enfant qui a une grande coordination et qui est tout le temps dehors. Quand il a commencé à prendre du surpoids, il se fait mettre un peu de côté pour les jeux. Il est toujours en retard et ça devient un plus grand effort musculaire. Donc de voir qu'il peut être intégré et qu'il peut rattraper ce retard, ça c'est très motivant. La Suisse est l'un des pays qui propose le plus d'activités sportives aux enfants. Et pourtant, en 20 ans, le nombre d'enfants gros a augmenté d'un quart. De quoi paver le terrain aux maladies dues à l'obésité. Nous savons déjà que dès l'âge de 4 ans, ces enfants obèses peuvent développer des lésions au niveau des artères et des signes précoces d'artériosclérose. Et puis en plus, ils ont déjà des signes précoces de diabète de type 2, donc diabète de l'adulte. Et nous avons déjà maintenant des patients enfants ou adolescents qui ont un diabète de l'adulte. Pour traiter ces maladies, la Suisse a dépensé près de 2,7 milliards de francs en compensation de nos comportements trop sédentaires. Voilà, il faut faire du sport. C'est Bernard-Guillaume Gentil qui nous résume maintenant les autres temps forts de l'actualité nationale, à commencer par les suites de l'affaire des Roquérans dans le canton de Vaud. La réponse à cette résolution. Le Conseil d'État vaudois est sorti de son silence en confirmant sa volonté de renvoyer les 523 requérants d'asile déboutés. Mais il leur accorde un surprenant délai supplémentaire de 10 jours avant de procéder à l'exécution. Malgré un soutien financier important, certains requérants, appuyés par les milieux de l'asile, ne veulent pas partir. Ils seront alors renvoyés de force. Au refuge de Malais, où une famille se cache, l'annonce de la décision gouvernementale a provoqué de vives réactions. Le compte à rebours a commencé. Les récalcitrants ont 10 jours pour accepter un plan de vol ou être refoulés. À Genève, le policier qui avait tiré une balle colorante contre une manifestante syndicaliste ne sera pas inculpé. Le juge d'instruction Stéphane Esposito l'a confirmé aujourd'hui. Le tireur avait déjà été blanchi sur le plan administratif. D'après l'enquête pénale, rien n'indique que le policier ait voulu blesser la manifestante. Désormais, les seuls inculpés de cette affaire sont le capitaine responsable de la patrouille et l'agent qui avait précédemment matraqué le fils de la victime. 270 millions de francs pour les 13,5 km du triplement de la voie entre Genève et Coppet, c'est le prix de la ligne CFF la plus fréquentée de Suisse romande avec 260 convois par jour jusqu'ici. Dès le 12 décembre prochain, avec le nouvel horaire ferroviaire, la cadence passera à 350 trains par jour sur ce tronçon où le trafic régional et les grandes lignes pourront cohabiter. L'inauguration d'aujourd'hui marque aussi la fin des travaux prévus par Rail 2000 en Suisse romande. Voilà, on ouvre maintenant le cahier sport de ce 22-30, sans attendre direction Grand Montana, où se déroule le traditionnel Master de golf, avec sur place quelques grosses pointures de la spécialité. Mike, c'est toujours du beau spectacle assuré. C'est du beau spectacle, effectivement, et on attendait surtout l'étoile montante du golf, l'Espagnol Sergio Garcia, et c'est finalement son compatriote Miguel Ángel Jiménez qui a brillé lors de la première journée de l'European Masters. Côté suisse, le meilleur résultat du jour est à mettre à l'actif de l'amateur genevois Nicolas Sulzer, seulement 52e, alors que Julien Clément n'est que 102e. Une qualification pour les 2 derniers tours de ce week-end semble compromise. Denis Poffet. Un cadre exceptionnel face au cirque des Alpes valaisannes. La station du Haut-Plateau accueille jusqu'à dimanche plusieurs des meilleurs joueurs du monde. Avec ces 2,5 millions de francs qui récompenseront les meilleurs golfeurs, cet unique crochet par la Suisse du circuit pro européen est loin d'être l'étape la plus attractive au niveau financier. Mais Grand Montana est bien connu dans les milieux du golf et jouit d'une réputation qui, si elle n'atteint pas celle du British Open, reste enviable sur le sol européen. À preuve, on y rencontre dès aujourd'hui une brochette de stars, tels les Sud-Africains Ernie Els, 3e joueur mondial et tenant du titre à cran, et Retief Goosen, 6e mondial, lauréat de l'US Open 2004. Et on chuchote que Tiger Woods n'est pas venu, parce que son jeton de présence, estimé à 2 millions de francs au minimum, aurait fait exploser le budget de la manifestation. On se rabattra donc, outre les 2 Sud-Africains, sur le meilleur joueur asiatique, le Sud-Coréen Kyung-Ju, et pourquoi pas sur le local de l'étape, le prometteur genevois Julien Clément.
Le prochain objectif de l'équipe de Suisse de football, c'est la Coupe du Monde de 2006. Les éliminatoires débutent samedi avec un match face aux îles Féroé. Et notre sélectionneur national, Kobi Koun, est bien embêté. Il doit faire face à une pénurie d'attaquants sans précédent. Yannick Parat et Jean-François Develay. Le constat est là, terrible. En 2004, l'équipe de Suisse n'a inscrit que 5 buts en 9 matchs. Or, Alexander Frey est suspendu pour 2 rencontres encore. Marco Streller se remet lentement de sa terrible fracture du péroné. Il n'est pas question que Blaise Nkoufo, rejeté par le groupe, revienne. Stéphane Chapuisat, lui, a pris sa retraite internationale. Alors, qui va marquer? Je crois qu'il y a une question de prise de conscience où il faut que chacun donne un tout petit peu plus. C'est tout le temps comme ça. Quand on sait qu'on est un tout petit peu amoindri offensivement pour diverses raisons qu'on connaît, il faut que chacun qui est attelé à s'approcher de la zone fatidique des 16 mètres ou même des derniers 30 mètres fasse un petit peu plus. Encore une fois, provoque, shoot. On shoot très peu au goal ou pas assez au but. On a de la peine à soigner ses centres. Il faut aller à l'essentiel et essayer de faire le mieux possible, le plus simple. Seul problème, Akanyakin ne joue plus avec son club de Stuttgart depuis de longs mois. Johan von Lanten, 18 ans, bourré de talent, a hélas connu quelques problèmes avec son club, Eindhoven, qui voulait le transférer. Alors, on comptera sur Alexandre Ray, 32 ans, et un enthousiasme de junior. Oui, moi, c'est vrai que mon avenir avec l'équipe nationale, c'est entre guillemets, parce qu'à 32 ans, je n'ai pas un avenir exceptionnel. Donc, c'est surtout un défi personnel. Et puis, surprise du chef, il y aura Thomas Eberli, 30 ans, meilleur buteur du championnat, le joker de l'équipe de Suisse. Vous entrez à un quart d'heure de la fin dans le match contre les îles Féroé et vous marquez le seul but du match? Moi, je préfère qu'on gagne déjà 2-3-0 et puis je rentre. Mais si c'est comme ça, je prends aussi. Ouais, bilan sévère. Les hockeyeurs canadiens, ils ont moins de problèmes, parce que Coupe du Monde, qui se poursuit actuellement, 2 rencontres et 2 victoires. Les champions du monde, double champion du monde en titre même, n'ont pas tremblé une seule seconde face à la Slovaquie. Plus de 21 000 spectateurs qui ont assisté à une véritable démonstration. Denis Poffet. Effectivement, malgré l'enthousiasme des supporters slovaques, la feuille d'érable n'a pas tremblé. Forts de leur titre de double champion du monde, les Canadiens ont imprimé d'entrée leur rythme de jeu et imposé leurs règles. Dans le premier tiers-temps déjà, en marquant 2 buts à la 4e et à la 5e minute par Thornton et Smith. On va voir ici leur deuxième tir transformé. Et voilà, 2-0. La douche froide pour l'équipe venue de l'Est qui disputait sa toute première rencontre de cette Coupe du Monde. Elle encaisse un 3e but à la 25e minute par Gagné. On est dans la 3e phase de jeu qui vient de débuter et cette fois, ce sera une belle action devant les buts encombrés du gardien Stana. Saint-Louis était bien placé, 4-0. Il faudra attendre quelques minutes encore pour voir un sursaut d'orgueil des Slovaques. Il viendra par Chibak après un léger cafouillage devant les buts canadiens. L'honneur est sauf, mais l'addition va être salée. Moins de 3 minutes plus tard, Smith arrête les compteurs à 5-1, score définitif de la partie. Quelques heures avant la rencontre Russie-États-Unis, ce sont les Canadiens qui sont en tête de leur groupe devant les Américains. Et puis toujours outre-Atlantique, coup de théâtre dans l'affaire Kobe Bryant, le basketteur américain vedette du championnat de NBA, était accusé d'agression sexuelle sur une jeune femme de 19 ans. La partie criminelle de l'affaire a été classée sans suite par les procureurs. Les explications de Fabrice Jaton. Face à la justice américaine, Kobe Bryant a peut-être remporté le match le plus important de sa vie. Le basketteur des Los Angeles Lakers ne risque désormais plus de se retrouver en prison pour le viol présumé d'une jeune femme de 19 ans dans un hôtel de l'État du Colorado. Le procureur public a annoncé que cette décision d'abandonner les poursuites alors que le tribunal procédait à la sélection des jurés après l'ouverture du procès le 27 août a été prise uniquement parce que la victime a choisi de ne pas continuer à témoigner. Kobe Bryant a de son côté précisé n'avoir versé aucune somme à la plaignante. Il a en revanche reconnu pour la première fois que cette jeune femme impliquée dans son affaire ait pu vivre, je cite, ce rapport sexuel de manière différente. La vedette des Lakers, mariée et père de 2 enfants, a toujours avoué l'acte sexuel, mais en affirmant qu'il était consensuel. Ce sont les médias américains qui se mordent dorénavant les doigts. Ils s'apprêtaient à couvrir le procès de Kobe Bryant qui devait mélanger sexe, race et célébrité. Il n'en sera rien.
Demain, les Suisses seront en lice à l'US Open. On parle tennis, évidemment. Roger Federer qui sera opposé à Fabrice Santoro et Patty Schnyder devraient jouer leur 3e tour. Mais on ne connaît pas pour l'instant encore les horaires. Par contre, vous verrez de l'athlétisme, ça c'est sûr, dès 20h sur TSR2 avec le meeting Golden League de Bruxelles. Premier grand rendez-vous après les Jeux Olympiques. Et puis on se retrouvera évidemment à 22h30 pour faire un survol complet de l'actualité sportive du jour. Avec plaisir, Mike. Merci. Jeudi, page météo et environnement, bien sûr. Après l'ouragan de Charley qui a récemment dévasté Cuba et la Floride, c'est au tour de Frances de montrer le bout de son nez sur les Caraïbes. Et apparemment, le cyclone s'annonce comme étant assez dangereux. Bonsoir Philippe, vous êtes là pour nous donner des explications. Oui, bonsoir Robert. Effectivement, Frances est classé en catégorie 4 sur l'échelle de Saffir-Simpson qui en compte 5. Il est donc considéré comme extrême par les spécialistes du Hurricane Center de Miami. Ces vents sont apparemment aussi puissants qu'avec Charley. Les pointes ont été estimées à 230 km/h, mais il est 2 fois plus étendu, ce qui veut dire qu'il peut provoquer autant de dégâts, mais sur une surface beaucoup plus importante. Frances se situe en ce moment sur l'archipel des Bahamas, un peu plus de 600 km des côtes américaines. Dès vendredi, il sera sur la Floride. Il poursuivra ensuite sa route vers le nord-ouest. Ce n'est qu'à partir de dimanche que ces vents devraient perdre de leur intensité. Et encore, c'est pour passer de 230 à 140 km/h, ce qui signifie que vraiment les journées en perspective risquent d'être assez difficiles. Et en plus, ça tombe pile sur le Labor Day, c'est donc jour de congé, un week-end très chargé sur les routes américaines. Hein. Effectivement, les autorités américaines craignent le pire. Plus d'1 million de personnes dans le sud de la Floride ont reçu l'ordre d'évacuer. On se presse aux stations-service pour faire le plein. Sur les routes, les conditions de circulation étaient encore très difficiles en fin de journée. Pour celles et ceux qui ont décidé de rester, les préparatifs se poursuivaient aujourd'hui. Il s'agissait de faire des vivres, consolider des habitations, récupérer tant que faire se peut tous les objets qui pourraient être balayés par le vent. Une opération qui fait les bonnes affaires des commerces du sud de la Floride, notamment en vendant des panneaux en bois pour protéger les portes et les fenêtres ou des groupes électrogènes pour fournir de l'électricité. Vous voyez, même aux États-Unis, les hurricanes ou les ouragans, si vous préférez, c'est du business. Bien sûr, des informations sur lesquelles nous reviendrons bien évidemment dans nos prochaines éditions. Ce qui concerne la Suisse, ça s'annonce tout de même un peu plus calme dans la perspective du week-end. Beaucoup plus calme, parce que les perturbations atlantiques circulent en ce moment très très loin de nos régions. La seule chose à signaler, c'est que nous avons des remontées humides, parfois instables, et ne nous amèneront pas beaucoup d'activité dans les prochaines 24 heures. On va voir ça avec l'écart du ciel prévu par Météo Suisse. Donc demain matin, quelques nuages pour encore traîner ici et là le long des reliefs. Quelques brouillards aussi pourront éventuellement faire leur apparition sur l'est du plateau. Ils se dissiperont assez rapidement. À part ça, ce sera un temps bien ensoleillé. L'après-midi, le soleil continuera de prendre le dessus, mais l'instabilité reprendra un petit peu, ce qui va permettre à des cumulus de se développer, de nous amener 1 ou 2 averses locales. Les températures restent estivales, entre 24 et 25 degrés sur le plateau, localement jusqu'à 26 au Tessin ou bien encore en vallée centrale. Les vents, eux, seront de secteur sud-ouest. Pas très forts, ils vont surtout souffler en montagne entre 20 et 40 km/h. On ne va pas vraiment les sentir sur les régions de plaine. Pendant les journées de samedi et dimanche, les hautes pressions seront là. Samedi, peut-être quelques nuages pourront passer sur l'est de la Suisse. Dimanche, il n'est pas impossible que la bise se lève. Une bise qui pourrait d'ailleurs encore nous accompagner pendant la journée de lundi. Notez que dans tout cela, les températures devraient rester assez agréables, c'est-à-dire entre 24 et 26 degrés. Merci Philippe pour ces explications. Retour à l'actualité. 2 fortes explosions ont été entendues il y a quelques minutes à proximité de l'école de Beslan en Ossétie du Nord où sont détenues, je vous le rappelle, plus de 350 personnes. Alors, sur place actuellement, Éric Remagne, journaliste au quotidien fribourgeois La Liberté. Éric, bonsoir. Vous parliez tout à l'heure de ces explosions quand on a été coupé. Alors, que s'est-il passé précisément ? Oui, alors juste avant de venir vous parler, j'étais en train de faire un tour sur la place pour me rendre compte un peu de l'atmosphère quand il y a une première explosion qui s'est produite à une vingtaine de mètres de moi. Et on n'a pas très bien compris d'où ça venait. Tout le monde a parlé de lance-mine. Et puis un peu plus tard, juste après le début du téléphone, j'étais déjà en train d'attendre de prendre le contact avec vous quand il y a une deuxième explosion. Et maintenant, c'est juste à quelques vingtaines de mètres des positions caméras des différentes télévisions internationales qui sont ici présentes. Et maintenant, les différentes télévisions sont en train d'évacuer ces positions. On est en train d'agrandir le périmètre de sécurité autour de l'école. Et Éric, on imagine que cette nuit, la tension est extrême dans la petite ville, en particulier du côté des proches, des enfants qui se trouvent dans l'école surtout.
Évidemment, après ces explosions, ces tensions s'est encore renforcées parce que beaucoup de ses proches sont restés près du Palais de la Culture, qui est le point de rassemblement de tous ses proches. C'est là qu'on retrouve les informations, les dernières informations qui sont à disposition. Et après ces explosions, la tension est à son compte, mais c'est déjà perceptible tout cet après-midi, pendant que j'étais en train de visiter les lieux et de comprendre ce qui se passait. Et on sent une réelle tension, une attente silencieuse. Il n'y a pas de manifestation d'émotion, mais on sent la tension. Et ce soir, cette nuit, ça s'est encore considérablement renforcé après ces deux explosions dont l'origine, pour l'instant, est inconnue. Eric, une dernière question, s'il vous plaît, rapidement. Est-ce qu'on a une idée de l'ampleur du dispositif policier et militaire autour de l'école, déployé autour de l'école? Bon, ce qui s'est passé ce soir, c'est de s'agrandir encore un petit peu, mais il est déjà très grand. Le plus près, on peut se rapprocher de l'école d'environ 300 mètres. Visiblement, les autorités russes ont appris leur leçon du drame du théâtre Nord-Ost quand les caméras de télévision d'une chaîne privée ont immédiatement transmis les commandos qui s'approchaient du théâtre alors que l'attaque était en train de commencer, ce qui avait été beaucoup reproché à ces télévisions privées maintenant. Et maintenant, les autorités russes ne laissent rien au hasard, ils nous mettent à distance. Merci Eric Reman. Je rappelle que vous étiez en direct de Beslan, cette petite ville d'Ossétie du Nord, où se déroule actuellement cette dramatique prise d'otages. Fin de ce journal. Votre prochain rendez-vous avec l'info, c'est bien sûr demain à 12h45 sur TSR1. Nous aurons, quant à nous, le plaisir de vous retrouver, en principe, à 22h30 précis sur TSR2. Excellente fin de soirée et bonne nuit à tous. Qualification pour le Mondial 2006, c'est parti. Avec les Bleus dans son groupe, la Suisse va devoir batailler ferme. Premier défi pour la Nati, les îles Féroé. Un match capital à vivre en direct de Bâle, samedi sur TSR2. Bonsoir tout le monde, voici l'enregistrement du tirage du Banco Yas. L'As de trèfle. Le 9 de cœur. Le 10 de pique. Le 9 de trèfle. Le 6 de cœur. Le 9 de carreau. Le 8 de cœur. Le valet de pique. Le 10 de carreau. Le 9 de pique. Le 8 de pique. Et enfin le 10 de cœur. On passe maintenant au tirage du Banco. Le 3. Le 27. Le 2. Le 50. Le 57. Le 60. Le 24. Le 58. Le 30. Le 17. Le 32. Le 56. Le 41. Le 39. Le 66. Le 68. Le 15. Le 36. Le 52. Et le 55. Je vous rappelle que ces deux tirages ont eu lieu sous contrôle notarial et dans les locaux de la loterie romande.
très belle soirée à tous et surtout bonne chance. Au revoir, à demain. Ces bébés viennent de naître, leurs mamans n'auront pas forcément tout un congé maternité payé. Aucune loi fédérale ne l'exige. On l'a voté 4 fois, ça a été 4 fois non. Aujourd'hui, un nouveau projet vous est soumis en votation fédérale. Un congé maternité de 14 semaines pour les femmes salariées et indépendantes, pas pour les mères au foyer. Un projet injuste, inacceptable. Faites place à Sa Majesté qui monte sur le trône, Son Altesse des cabinets et son essuyeur royal, Kandou. Ah, c'est toi qui as mis le tapis là? Non, c'est lui. Avec Kandou, c'est moi qui fais tout. Et maintenant Kandou au parfum fruit de la jungle. Mon premier salaire, je me réjouissais de le toucher. J'ai renoncé au salaire confortable d'un journaliste. Raymond Vouillamot et Martina Chiba croquent dans l'histoire du petit écran. Arrête, tu me déshabilles. Vous avez honte, hein? Pas du tout. Des fraises des bois. On disait les petits pois et les carottes. Il y a beaucoup de pots de bananes. Que penser des chocolats de Pâques? Mais vous êtes fous, ce que vous arrivez à faire. Rendez-vous samedi pour les quarts de finale de Ça c'est de la télé. 50 ans d'images, 50 ans de souvenirs que nous allons partager avec 2 familles romandes. Vous vous souviendrez de votre passage à Genève. Avec le soutien de la loterie romande. Alors ici, il y a